Et puis cette fois-ci, vous avez dû suivre et entendre les divers bruits de couloirs, de coursives et plus que ça, qui nous disent que sur la santé au travail, les discussions avancent. Donc ça change par rapport à ce qu'était en septembre où on nous disait qu'ils étaient à tâtons. Là on nous dit qu'ils seraient globalement près d'un accord. Et donc il y a l'article du Monde qui est un peu creux mais qui dit que globalement ça avancerait. Et alors à ce sujet, le scoop alors on va le regarder ensemble si vous voulez bien, mais officiellement j'ai pas le droit de vous le donner parce que c'est tamponné, confidentiel, ne pas diffuser, vous l'avez. Comme d'habitude. Voilà, donc si vous l'avez alors c'est bien, mais en gros on ne dira pas comment, par quel moyen, mais voilà. Alors je vais peut-être laisser la parole à mon président, il faut qu'il appuie sur le verre et qu'il tourne le micro vers lui, et moi je vais couper le mien. Donc voilà. C'est une étape dans la négociation d'une année. Vous vous rappelez que sur cette question de réforme santé-travail, il y a eu le rapport Lecoq, rapport du Sénat, rapport de l'IGAS, passage de main aux partenaires sociaux pour essayer que ce soit eux qui définissent quand même des grandes lignes de force. Ensuite, ceci étant repris s'il y a accord, probablement par des textes réglementaires, et s'il n'y a pas d'accord, peut-être aussi, mais plus difficilement, par des textes réglementaires. Et donc cet accord, la négociation, elle piétinait, elle a une avancée assez nette avec la sortie d'un document patronal, qui est celui dont on parle maintenant, et qui est un bon document. Il met en exergue la notion de performance, la notion de terrain, performance au ciel, terrain sous les pieds. Bon, j'en souris, mais c'est pour dire qu'il y a un certain souffle avec un engagement revendiqué des entreprises pour développer une culture d'entreprise. Puis il y a des places particulières faites à la désinsertion. Là, il y a une forte demande. Une place particulière faite aussi aux vulnérables. Alors les vulnérables, ça recouvre à la fois des vrais vulnérables physiquement, mais des vulnérables par statut, si je puis dire, les indépendants, les sous-traitants, etc. Donc, coup de chapeau pour montrer qu'on veut s'occuper de tout cela en faisant de l'amélioration continue, avec quelques points particuliers à noter, une place donnée au document unique comme outil de traçabilité. Nous, on croyait beaucoup à la traçabilité par dossier, mais la traçabilité par document unique qui pourrait être transféré en suivant le parcours que suit le salarié lui-même. Une place importante donnée tout au moins dans le discours à la formation. Et là, moi personnellement, je salue effectivement la place qui semble vouloir y être donnée. À nouveau, la désinsertion et un long développement aussi sur l'articulation santé au travail, qualité de vie au travail. Ceci, c'est pour emballer les problèmes de la nappe, emballer les problèmes du tertiaire. C'est assez bien rédigé. Qu'est-ce que ça donnera en opérationnel? Ça reste une question. Alors je passe à l'opérationnel, pour lequel le document retient la notion de socle en particulier pour les services de santé au travail, définir plus clairement un certain nombre de prestations minimum dites socle, lesquels services de santé au travail prendraient la domination de services de prévention et de santé au travail. Une idée particulière a été mise, je ne sais pas quelle sera l'IRA, c'est celle de médecin praticien correspondant. Ça, c'est une notion qui veut probablement répondre à la pénurie de médecins du travail et d'essayer de mêler la médecine de ville et la médecine du travail avec cette création. Je ne sais pas quelle sorte ça aura, mais c'est une idée. Ensuite, il y a des coups de chapeau à la digitalisation. Il y a une adoption de l'idée de certification. Ça, on pense que c'est un des points importants pour le bien de la santé au travail dans le futur, c'est-à-dire que les organismes tels que les services de santé au travail aient une certification. Et puis,
le document lance l'idée de cellules de travail au sommet et en régional. Ces cellules de travail, elles semblent devoir être placées probablement à l'INRS, tout en ayant des coups de chapeau pour les organismes tels que l'OPPTP et un coup de chapeau aussi au secteur marchand. Ensuite, au titre de la gouvernance globale, coup de chapeau à une gouvernance globale par le COCT, c'est-à-dire paritaire. Un coup de chapeau à l'organisation ATMP. La volonté de créer des comités régionaux paritaires avec un service rendu assuré notamment par les SPSTI, avec un maillage un peu revu de façon à probablement en réduire le nombre et en renforcer l'efficacité en retrouvant des constantes de la position patronale. Il faut que les services de santé au travail, qui sont un des outils importants du dispositif, restent des associations de 1901, avec des administrateurs choisis de façon un peu complexe, mais dont on comprend que la présidence doit rester du côté entreprise. Et puis enfin, du point de vue financement, l'idée c'est aux services de santé au travail d'organiser leur financement pour assurer le socle et éventuellement autre chose. Rejet de l'idée d'un encaissement des cotisations par l'URSSAF, en faisant appel à un contrôle financier strict par, on ne sait pas très bien qui, mais probablement par les organismes habituels de contrôle dans l'esprit du patronat. Voilà, donc il y a, comment dire, il y a du souffle au début, il y a pas mal de bonnes idées, et puis pas mal de choses à discuter ou à peaufiner, qui ne se peaufineront peut-être finalement que dans la création réglementaire qui découlera de la négociation. Alors sur la négociation elle-même, comment tourne-t-elle? Elle a avancé, mais elle a, semble-t-il, trois points bloquants importants. Alors ces points bloquants importants sont importants pour les négociateurs. Ce n'est pas forcément l'essentiel pour le succès de la réforme. Il peut y avoir des points de la réforme pour lesquels il n'y a pas du tout de blocage et ça va très bien aller et tout ça va se moderniser. Mais les points de blocage quand même pour les signaler, le premier c'est sur le socle. Qu'est-ce qu'on appelle le socle et qu'est-ce qu'on met dedans? Le blocage entre les partenaires sociaux. Le deuxième c'est sur les questions de responsabilité parce qu'il y a une très nette offensive patronale pour que la responsabilité soit une responsabilité de moyens et ne soit pas une responsabilité de résultat. Et là, la façon dont les choses sont avancées n'est peut-être pas toujours la plus à droite pour les faire prospérer, même s'il y a là-dedans des revendications du côté patronal qui sont raisonnables. Mais point de blocage parce que si on diminue des responsabilités du point de vue du côté patronal, du côté syndical, on dit oui, mais qui va payer? Qui va payer? Parce qu'il peut y avoir pas de responsabilité, mais il y a des dégâts. Alors les dégâts, qui va les payer? Et du côté patronal, on dit bah c'est plus nous. Et du côté État, on dit mais c'est pas nous. Et du côté syndical, on dit bah alors ça bloque. Troisième point de blocage, le télétravail. Car la négociation télétravail prend une importance telle qu'elle rejaillit sur cette négociation de la santé au travail. Qu'est-ce qui va sortir de la négociation télétravail? Il se peut qu'il y ait d'ailleurs un échange entre les deux négociations, une correspondance, et c'est peut-être le point le plus inquiétant quant à la longueur de la durée de la négociation, cette interférence santé au travail et télétravail. Et je dois dire que c'est pas tout à fait illogique que le télétravail ait
va être probablement une incidence profonde sur la façon de travailler dans les prochaines années. Bon, espérons qu'ils en sortiront, qu'ils retrouveront un accord, et s'il y a accord, les dernières négociations étant en principe en décembre, la main repassera au pouvoir public pour mettre ça en musique avec des textes réglementaires dans un déroulement qui est conçu comme assez rapide et facile s'il y a eu un accord. Par contre, dans un déroulement qui risque d'être beaucoup plus long, difficile et chaotique s'il n'y a pas eu d'accord. Bon, voilà, excusez-moi d'être un peu long sur ce texte, mais je crois que c'est une avancée importante et espérons qu'on arrivera à un accord. Ouais. Merci Jacques. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus, je ne sais pas si je pourrais le diffuser ou pas, parce qu'officiellement, voilà. Ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est que je ne sais pas si vous avez vu, donc l'intitulé du document, c'est préparatoire à l'ANI. Donc, il vise théoriquement en sortie du processus. Alors, le processus, il y a théoriquement encore 2 réunions officielles. On a une le 27 novembre et une, je ne sais plus quand, en décembre. Et c'est à l'issue de ça, ils devront remettre un rapport, alors soit débouchant sur un ANI formel, soit pas, et autres. Alors il est clair que tous les autres sont là embusqués, la mère Lecoq, Charlotte Lecoq en premier, piaffant pour essayer de sortir d'une proposition de loi, un projet de loi, et autres. Alors on verra, voilà, donc maintenant les paris sont ouverts, on va peut-être faire un peu bookmaker sur... Oui, je pense qu'il faut être raisonnable. Si vous voulez, ça fait 14 ans, 15 ans qu'on en parle. Et on a eu également le COCT qui a négocié jusqu'en juillet 2019, ça n'avait rien donné. C'est les partenaires sociaux. Je ne suis pas sûr qu'on arrive à nos fins. Là, ce que je remarque, ce que disait le président, ce qui est intéressant, la définition de l'offre socle, on en travaille dessus depuis maintenant 5 ans. Donc, il faut... Ça commence à mûrir. Il faut arrêter, c'est mûr. La responsabilité civile et pénale et la faute inexcusable, ça c'est un autre sujet qui est tout à fait nouveau, et on sent bien que les organisations patronales devraient s'en passer. Sur le télétravail, bon là je vois pas trop quel est le sujet qui sera un sujet bloquant. En revanche, moi s'il y a un sujet qui est toujours pour moi un sujet bloquant, c'est la dichotomie qui existe entre les, alors là on donne un nouveau nom, les SP, STI, donc c'est gentil, mais surtout les services de santé au travail autonomes, qui mobilise quand même plus de 1000 médecins du travail en France pour 1 million de salariés, comparé au système interprofessionnel qui mobilise 4000 médecins du travail pour 15 millions de salariés, voire plus, puisqu'on envisage d'intégrer les indépendants, etc., etc. Et là, il y a une véritable dichotomie, et ça, c'est un point bloquant, à mon avis, pour la réforme. Merci, merci Philippe. Et là, je crois que à la fois les paris sont ouverts et les contacts globalement vont reprendre. Vous savez aussi sans doute que quelqu'un qu'on connaît qui était intervenu au cercle et qui surtout est un peu la successeur de Frima dans le Nord avec le grand intérêt qu'elle est à la fois médecin, prof de médecine du travail et prof de droit, donc avec un angle juridique là, Sophie Fantoni a rejoint le cabinet de Pietraszewski là relativement peu. Donc pour l'instant, nous on en est à échanger des petits messages comme ça, mais voilà, donc on va suivre tout ça. Est-ce qu'on vous avait je veux dire encore une fois, pardon d'avoir eu la voie couverte par ça exposé la dernière fois, c'est qu'on leur avait proposé, à côté de l'ensemble du schéma dont on voit quand même un peu les traces, là, une configuration globale et une autre instance plus indépendante, moi qui vous êtes dans l'idée, m'était issue par mon passé de dressage du commissaire aux comptes, si je peux me permettre comme ça, d'avoir travaillé avec eux pendant des années, et qui serait le rôle à la fois régalien de régulation, d'organisation de la certification et aussi de sanctions si ça déconne, des différents acteurs, et qui soit un truc, j'allais dire, pérenne et différent d'une action possible de la justice ou de la chancellerie, et qui soit
d'un certain côté. Ce que je vois par exemple, juste pour vous dire pour l'exemple, pour les commissariats aux comptes, il existe normalement à la fois un ordre, une compagnie qui est assermentée, qui dépend de la chancellerie et du reste, mais il y a toujours, j'allais dire, des choses que parfois la morale réprouve et l'efficacité aussi, et donc l'organisme en question a été créé il y a une quinzaine d'années à la suite, je dirais pas seulement en France, mais de scandales globalement internationaux là-dessus et de non-respect des choses. Et vous avez entendu sans doute parler ou vu dans vos gazettes une jurisprudence qui est en train de se créer qui s'appelle Mamie Cassoulet. Mamie Cassoulet étant l'héritière de William Sorin et actionnaire à peu près unique de William Sorin, et à son décès, ils se sont rendus compte que eh bien, il y avait eu quelques couvertures par le commissaire aux comptes, les commissaires aux comptes, puisqu'il y en a normalement deux à cette taille-là, d'actes voilà, un peu répréhensibles sur le plan de la gestion financière, et donc c'est cet organisme-là qui s'en est saisi, avec donc un tropisme à la fois triple finalement, compétences juridiques, financières, mais aussi techniques de connaissances et autres. Et donc, enfin, c'est un organisme qui est intéressant. Vous voyez, ils ont écouté d'une oreille favorable, mais ça ne veut pas dire que c'est peut-être aussi quelquefois, je dirais d'un point de vue tactique, mais je ne suis pas le cabinet, plus facile à faire passer qu'une loi quand on a les pieds et mains libres, parce qu'on n'est pas du tout sûr, ce que vous disiez Philippe, que les choses avant la fin du quinquennat puissent globalement aboutir. Voilà, globalement sur tout ça. Donc